Nous sommes dimanche 30 janvier 2022. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans le 13h. Le ministre des Transports et les autorités aéronautiques ont inauguré vendredi le système de balisage lumineux de la piste de l'aéroport Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Bouët. C'est un investissement de 8 milliards de francs CFA qui va améliorer la compétitivité du transport aérien. Reportage à suivre au tout début de cette édition. Comme chaque année, ce 30 janvier est dédié à la lutte contre la lèpre dans le monde. Une journée couplée à celle de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Une 69e édition axée cette année sur la thématique de la prévention et la mobilisation agissante. Vous entendrez le message du gouvernement lu au micro de Franck Quadio. Le procès du meurtre des deux experts des Nations Unies en RDC en 2017 s'est achevé hier par la condamnation à mort de 49 personnes. 49 condamnations à mort essentiellement contre d'anciens miliciens de la secte Kamwina Nsapu. Le colonel Jean de Dieu Mambweni écope pour sa part de 10 ans de prison. Le programme spécial d'appui à l'insertion des jeunes des zones frontalières du nord de la Côte d'Ivoire fait partie intégrante de l'axe 1 du programme social du gouvernement relatif à la lutte contre la fragilité des zones frontalières du nord. Il vise à amplifier les interventions de l'État en matière d'insertion et d'emploi des jeunes des régions du Bonkani, du Tchologo, du Poro, de la Bagoué, du Kabadougou et du Folon. Un programme spécial qui va offrir des opportunités d'insertion à environ 20 000 jeunes pour un coût global de 8 milliards 600 millions de francs CFA. Ce programme, nous avons voulu en savoir plus, alors nous avons exprimé notre besoin au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique qui nous a envoyé l'administrateur adjoint de l'agence Emploi Jeune, Herman Nikwe. Bonjour M. Nikwe. Bonjour M. Diaby. Vous êtes donc le coordonnateur de ce programme. En effet. Bienvenue sur notre plateau. Merci infiniment. Et je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Pour le Dimanche Magazine. Je vous le disais dans les titres, l'aéroport international d'Abidjan, de plus en plus performante, de plus en plus dans la cour des plus grands. Depuis cette semaine, l'aéroport Félix-Houphouët-Boigny est doté d'un dispositif de production de l'énergie électrique, d'un système de balisage lumineux d'approche et d'atterrissage, de rampes d'approche simplifiée, de système de balisage axial, de pistes. Mais pour tout cela, il a fallu mettre la main à la poche et en sortir 8 milliards de francs CFA. Le balisage lumineux, ce sont des équipements électriques qui jalonnent un cheminement au sol. Ces feux guident les pilotes pendant le décollage, l'atterrissage et même pendant la circulation, depuis le point de parking de l'avion jusqu'aux pistes. À l'aéroport d'Abidjan, les travaux réalisés sont de diverses natures. Nous avons installé le balisage lumineux de la piste, des taxiways et des parkings. Et ça représente à peu près 1000 feux et 120 km de câbles. Nous avons installé de chaque côté de la piste les deux rampes d'approche, l'ensemble des éclairages parking qui représentent à peu près 21 mâts avec les projecteurs à LED qui sont dessus. Et le balisage axial de la piste. En plus de ces équipements, deux simulateurs ont également été installés, l'un pour informer la tour de contrôle et l'autre pour la radio. Il s'agit sans aucun doute d'un investissement important d'environ 8 milliards de francs CFA, malgré un contexte marqué par la crise sanitaire qui a durement impacté négativement le secteur du transport aérien depuis 2020. Nous avons tenu à conduire à son terme ce projet d'une importance capitale pour le bon fonctionnement de l'aéroport d'Abidjan. En dotant l'aéroport d'un système de balisage moderne, le gouvernement ambitionne de placer Abidjan en position de hub du transport aérien dans la région. Le président de la République entend faire de cet aéroport un des aéroports les plus sûrs donc sur le continent. Nous entendons aussi continuer à travailler pour être ceux qui, en termes d'utilisation d'énergie, en termes de protection de l'environnement, que cet aéroport-là continue donc de tenir compte de cela. Aujourd'hui, 23 compagnies desservent la capitale économique avec un trafic annuel d'environ 2 millions de passagers. Mais au-delà d'Abidjan, l'État organise le décollage dans plusieurs autres grandes villes du pays.
C'était un reportage de Lanciné Bakayoko et Ulrich Adongon. L'OSEP aussi est en marche vers l'excellence, la démarche qualité. L'OSEP, c'est l'Observatoire du service public. Il ambitionne d'obtenir la certification ISO 9001 version 2015, ce qui devrait lui permettre de disposer de standards d'offres de services reconnus au niveau international. L'instance vient de lancer son projet d'implémentation de cette démarche qualité. Reportage Laure Goretti, Franck Quadio. La certification ISO 9001 version 2015 pour une meilleure optimisation de la qualité du service, c'est l'ambition de l'Observatoire du service public OSEP. L'organe lance dans cette optique un projet d'implantation de la démarche à qualité en interne. Ma préoccupation est d'œuvrer à tenir haut la palme de la confiance placée en nous. La lettre de mission reçue officiellement de Monsieur le secrétaire d'État vient à point nommé avec la mise en place d'une démarche qualité à l'OSEP qui viendra faciliter l'atteinte de nos objectifs avec, in fine, la certification à la norme ISO 9001 version 2015. Il est donc de notre responsabilité de faire de notre structure, l'OSEP, l'organe de référence de la modernisation de l'administration ivoirienne. Détenteur déjà du prix national d'excellence de l'administration publique la plus innovante, l'OSEP veut maintenir la barre haut. Cette certification permettra à l'institution de disposer du standard d'offres de services reconnus au niveau international avec plus de visibilité. Une vision d'ailleurs saluée par Noël Taillé, représentant le secrétaire d'État. Je voudrais me réjouir de cette initiative prise à l'effet de vous engager avec l'ensemble de vos collaborateurs dans un processus qui vise à conduire le système de management de qualité de l'OSEP vers l'atteinte des standards internationaux les plus élevés. L'Observatoire du service public est un organe de veille permanent contribuant à l'amélioration de la qualité du service public. Il permet d'en apprécier l'efficacité et la transparence. L'OSEP est placé sous l'autorité du ministère chargé de la modernisation de l'administration. Un reportage de Laure Goretti et Franck Quadio. Vision Côte d'Ivoire 2030 du chef de l'État. Quelle contribution des chambres consulaires nationales? Cette question sera au centre d'un séminaire de réflexion qui aura pour objet de mettre en place tous les ingrédients qui permettront d'accompagner les actions du gouvernement. Jean-Jacques Kwameala était à l'annonce de la tenue du séminaire. Voici son compte rendu. Aider le gouvernement à faire face aux défis qui l'attendent pour son émergence économique et sociale à l'horizon 2030, c'est l'objectif visé par les chambres consulaires nationales. Constituées de la Chambre de commerce et d'industrie, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre nationale des métiers, les chambres consulaires nationales entendent unir leurs moyens et expertise en accompagnant le gouvernement dans sa vision 2030. Au cours de ce séminaire, il s'agira d'aborder plusieurs axes, notamment faire le diagnostic de la position institutionnelle des chambres consulaires nationales dans le paysage économique ivoirien et réfléchir aux stratégies pour mieux accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la vision Côte d'Ivoire 2030. Ce séminaire de réflexion va se tenir au mois d'avril de 2022 dans la ville de Yamoussoukro. Et l'État met aussi tout en œuvre pour nous débarrasser du coronavirus, le maudit virus qui s'impose à nos vies, qui s'impose à nos JT. Il a tué 2 personnes hier. Il a affecté 57 personnes hier. Depuis mars 2020, il en a touché 80 623 pour un nombre total de 784 décès. Il est monstrueux. C'est le coronavirus et voilà bientôt 2 ans qu'il bouleverse la planète. 2 ans que le monde cherche à l'arrêter. Pour l'heure, les gestes barrières et le vaccin anti-Covid nous aident à nous en protéger, mais aussi à protéger les autres.
À côté du coronavirus, il y a la lèpre, un fléau d'hier et d'aujourd'hui. Cette maladie infectieuse chronique est causée par une infection par la bactérie Mycobacterium leprae et touche principalement la peau, les yeux, le nez et les nerfs périphériques. Ce 30 janvier, l'on célèbre la 69e journée mondiale des lépreux. Cette année encore, la célébration sera éclatée dans l'ensemble des 33 régions de l'administration sanitaire. Tous les derniers dimanches du l'an est célébrée la journée mondiale de lutte contre la lèpre 2022. Cette 69e édition est couplée à la seconde édition de la journée mondiale des maladies tropicales négligées. Les maladies tropicales négligées touchent en majorité les populations rurales. Elles doivent être éradiquées grâce à la détermination et l'implication de tous. Ces maladies sont souvent définies comme prise en charge du cas, à l'exemple de la lèpre ou de l'ulcère de Buruli, ou encore dite chimioprophylaxie, à l'instar de l'onchocercose. Mais la lèpre, en dépit de ce que l'on pourrait croire, reste encore d'actualité. La Côte d'Ivoire en dépiste encore de nombreux cas. L'année dernière, 2021, notre pays a enregistré 514 nouveaux cas de lèpre, dont 128 cas d'invalidité de degré 2, c'est-à-dire des handicaps visibles. C'est pourquoi le thème de cette 69e journée se rapporte aux handicaps et est libellé comme suit. Une maladie de la lèpre et des autres maladies tropicales négligées, dépistées tôt, évite la situation de handicap à vie. Ensemble, agissons maintenant. La communauté est alors exhortée au dépistage précoce, mais surtout à éviter de stigmatiser les malades et contexte sanitaire oblige à respecter les mesures barrières contre la Covid. Ne baissons pas les bras, restons vigilants. Mobilisons-nous pour que la Côte d'Ivoire soit un pays sans Covid, sans lèpre, sans maladies tropicales négligées, pour continuer le développement de notre chère patrie sous la houlette du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui fait de la santé des Ivoiriens et des Ivoiriennes une priorité. N'empêche, les autorités sanitaires disent maintenir l'alerte. La lèpre, maladie tropicale négligée, existe encore en mode endémique. Eux viennent de prêter serment. Ils sont au nombre de 1460 et sortent fraîchement de l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé. Ces nouveaux diplômés s'engagent à être des infirmiers, des sages-femmes et des techniciens supérieurs qui exercent leur profession avec probité dans le respect absolu des règles. Après 3 années de formation, ils sont maintenant aptes à intégrer les centres de santé. Didier Nguessan, Sylvestre Nguessan. Je promets et je jure d'être fidèle. Je promets et je jure d'être fidèle. Aux lois de l'honneur et de la probité. Aux lois de l'honneur et de la probité. Des paroles fortes à la mesure de la responsabilité qui sera la leur dans les centres de santé. Un serment qui les engage pour la vie professionnelle. Ces agents de santé au nombre de 1460 uniquement pour la ville d'Abidjan constitue la 29e promotion de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS. Parmi eux, 628 infirmiers, 436 sages-femmes et 396 techniciens supérieurs, notamment des laborantins, des kinésithérapeutes et spécialistes en imagerie médicale. Ils reçoivent également leur diplôme. La 29e promotion s'engage à être des agents de santé de qualité pour apporter des soins nouveaux, des soins humanisés à toute la population de Côte d'Ivoire. En marche vers l'excellence, ce slogan devrait les conduire à avoir une haute conscience professionnelle telle qu'inculquée par la direction générale de l'INFAS. Vous êtes formés pour être des agents de santé nouveaux. Vous êtes formés pour être des agents de qualité. Ces soins de qualité, le respect, la probité seront mis en application. Il n'y a aucun reproche à faire à votre promotion. Pour la tutelle, la réforme hospitalière vient améliorer les conditions de travail des agents de santé avec un contrôle plus accru des établissements sanitaires. Cette réforme va, en plus des infrastructures que l'État met à notre disposition, à penser aux conditions de travail du personnel de santé. La promotion 2018-2021 de l'INFAS souhaite la régularité dans le paiement des bourses et une affectation rapide dans les centres de santé.
Tout comme ces 1460 diplômés qui vont embrasser leur premier emploi à Yopougon, de nombreux jeunes rêvent aussi de connaître leur premier emploi ou leur première activité génératrice de revenus. Le ministre Adama Diawara, qui est fils de la commune, s'y est rendu pour tenter de les rassurer. Il se tient à leur côté. On retrouve Franck Guadio. Bengli, un sous-quartier de la commune de Yopougon, une mobilisation de la communauté du Yoruba pour accueillir le ministre Adama Diawara en visite. Les associations de femmes et de jeunesse affichent leur volonté d'accompagner le ministre dans sa politique de cohésion sociale. Il n'y a pas ici que des ressortissants du Bafing, du Ourodougou ou du Béré. Il y a des Gourou, il y a des Oué, il y a des ressortissants de toutes les autres régions de Côte d'Ivoire. Le chef de la communauté du Yoruba est de Séguéla, mais son premier adjoint est Agni et son secrétaire général est Yakuba. À Ouassakara, autre quartier, ambiance similaire. Ici, tous sont venus témoigner aux visiteurs leur soutien pour ces actions de développement, mais aussi leur engagement en faveur de la paix. C'est l'occasion de faire des plaidoyers dans la direction de l'emploi des jeunes. On voudrait que le ministre nous aide et aide nos enfants qui ont des diplômes. Dans ces deux sous-quartiers de Yopougon, le ministre a parlé de développement. En outre, la mise en place d'un outil d'aide pour soutenir la jeunesse sans emploi, mais aussi pour le financement des activités des femmes. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième phase de ce qu'on appelle le PS Group, c'est-à-dire le programme social du gouvernement. Nous ne sommes que des relais de ce que le président de la République prend bientôt. On va mettre en place un instrument d'entraide, un instrument de solidarité pour venir en aide un tout petit peu aux jeunes et aux femmes de Yopougon. Adama Diawara a rendu un hommage au maire de la commune de Yopougon pour ses actions engagées en faveur de la cohésion. Il a ensuite invité toutes les populations à prôner le vivre ensemble, un vœu cher au président de la République. Lui est une valeur sûre des douanes ivoiriennes. Il en est même le meilleur agent. Le colonel Hugues Irénée Awédé, directeur de la réglementation et du contentieux, vient d'être sacré à l'issue de la 8e édition de la Semaine des douanes ivoiriennes. Des travaux qui se sont déroulés en présence du ministre du Budget, du portefeuille de l'État et de notre reporter, Lanciné Bakayoko. Pour l'année 2021, le meilleur agent des douanes, c'est lui, le colonel Hugues Irénée Awédé. Cet officier supérieur en charge de la réglementation et du contentieux a été choisi parmi 5 lauréats sectoriels. C'est le couronnement d'un travail de près de 20 ans de carrière à tous les niveaux donc, des services des douanes, que ce soit les services de bureau, des services opérationnels comme au niveau des services au niveau de la territoriale. Et c'est aussi une exhortation à continuer à l'État chaque jour de l'avant dans la quête de la performance. Sa bonne maîtrise du contentieux douanier a permis à la régie financière de mieux gérer la fraude douanière et de jouer pleinement son rôle de promoteur de l'économie ivoirienne. Un exemple qui devrait favoriser une mobilisation optimale des recettes. Il faut que l'ensemble des agents de douane comprennent bien que lorsque les résultats sont bons et que la hiérarchie est satisfaite, la satisfaction rejaillit sur l'ensemble des agents. Les résultats sont bons parce que nous allons chercher partout où il faut aller chercher. La qualité, par exemple, de la prise en charge des marchandises est importante. C'est parce que lorsque vous êtes dans une situation difficile qu'il faut avoir les meilleures inspirations, qu'il faut avoir les meilleures pratiques, qu'il faut avoir les meilleures techniques. Et c'est ce que nous essayons de faire. Dans un environnement où les besoins de l'État sont en constante augmentation, le gouvernement encourage les agents de douane à davantage de rigueur et d'éthique. Nous sommes un pays qui a des ambitions extrêmement grandes pour le bien-être des populations. Et ça, forcément, ça demande de disposer de ressources suffisantes. Et c'est pour cela que si nous avons fait de bons résultats cette année, ça doit être quelque chose que nous devons poursuivre de la durée et que nous devons améliorer chaque année. Pour 2022, il est attendu des douanes ivoiriennes un peu plus de 2226 milliards de francs CFA.
Colonel Hugues Irénée Awédé, meilleur agent donc des douanes ivoiriennes. Eux pensaient être les meilleurs voleurs de la région de San Pedro. Après leur forfait d'il y a un mois, ils se croyaient sortis d'affaires. Ils se croyaient tranquilles, jouissant tout bonnement de leur butin. Le braquage de l'agence de transfert d'argent avait eu lieu donc à San Pedro à la veille de Noël. Ce jour-là, c'est 4 millions de francs CFA qui avaient été ainsi emportés, mais c'est cette semaine qu'ils sont tombés dans les filets de la gendarmerie. Sam Konan. Moussa Dougou, village situé à une quarantaine de kilomètres de San Pedro, sur l'axe San Pedro-Sassandra. Alors que les populations préparaient les fêtes de fin d'année avec les dépôts et retraits d'argent, des individus font irruption dans l'une des agences de transfert d'argent et mettent fin aux transactions financières. 4 millions de francs CFA sont emportés. Informés, les hommes du général Apollo Alexandre Touré se mettent à leur trousse. Aux environs de 22 heures, 2 individus sont aperçus dans la broussaille. Ceux-ci engagent une lutte avec les gendarmes, qui se soldent par leur fuite et l'abandon d'une Kalachnikov, 19 munitions et un ordinateur. Début des enquêtes. Plus d'un mois plus tard, les 4 présumés braqueurs sont interpellés et conduits à la brigade ville de San Pedro. Sur eux, un pistolet Mac 50, 3 fusils calibre 12, dont 2 à canon scié et plusieurs munitions. Place aux aveux. Mon rôle, c'était d'aller regarder si le monsieur était là. Comme le monsieur a ouvert, donc je suis venu à la maison, il a dit qu'il a ouvert, il est là-bas. Quand on a braqué fini, on a pris route là, ça va. Donc arrivé sur la route, il y a des sacs. L'argent là, ça était derrière que sac. Il dit, il n'a qu'à attendre, lui va avancer. Et quand il était à ranger ce sac là, c'est ça, les gendarmes sont arrivés. Ils m'ont demandé s'il fait quoi ici. Il dit, il y a une amie qui est ici. C'est ça, lui là, il a commencé à courir dans Bafal en même temps. Donc il y a un gendarme qui est venu me trapper. C'est dans ce bas-fond que les présumés auteurs du braquage se sont dirigés dans leur fuite. Selon le porteur du sac, les 4 millions de francs CFA ont disparu dans ce cours d'eau. J'ai descendu à ranger des sacs maintenant. Voilà, j'entends aussi qui est venu. En même temps, moi j'ai descendu dans le bas-fond en même temps. Bon, j'ai rentré dans l'eau là. Je trouve que l'eau là, ça dépasse chez moi comme ça. On a braqué, on a gagné l'argent là, mais l'argent l'a perdu. Ça resté dans l'eau. Une version que les enquêteurs et même les membres du gang n'en croient pas. En attendant la fin de l'enquête, les 4 individus sont placés en garde à vue avant leur transfèrement à la prison de Sassandra. On va prier pour la sécurité, on va prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Je vous invite donc à prendre part au pèlerinage annuel de l'église d'Eima dans le village de Gagoué à Lakota. Lakota, c'est dans la région du Lodjibois, dans le sud-ouest du pays. Un moment de prière donc soutenu par la Direction générale des cultes. Godefroy Okambawa. Des milliers de fidèles de l'église d'Eima en provenance de divers horizons du pays se sont retrouvés à Gagoué dans le département de Lakota. Ils y sont pour le pèlerinage annuel de cette église. Occasion de se recueillir sur la tombe de la prophétesse Bagoué Rolognon, fondatrice de cette église. Nous sommes en 2022, donc ça fait 100 ans que Ministre Bagoué, révélateur de la région d'Eima, a enseigné cette religion à l'humanité. C'est une joie pour nous. Aujourd'hui, ce n'est pas la fête. Nous venons à la prière parce que le pèlerinage est un pilier de la région d'Eima. Personne ne croyait à ce que la région d'Eima puisse perdurer dans le temps pour dire simplement que le ministre Bagoué, révélateur de la région d'Eima, a prêché la vérité. Mais cette vérité-là est axée sur la paix. Comme chaque année, en la même période, tout commence par une veillée de prière le samedi soir jusqu'à tard dans la nuit. Au petit matin, c'est une grande procession dans les rues de Gagoué pour implorer la grâce divine. Le pèlerinage de cette année marque également le début de la célébration du centenaire de l'église d'Eima. 100 ans au service d'une communauté chrétienne riche de par sa diversité. Ma grande satisfaction d'abord, c'est l'amour que tout le monde a eu pour faire effectuer ce voyage périlleux pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Nous avons l'amour de notre pays, donc nous prions pour la paix. Et je vais demander au président d'organiser cette prière.
la paix règne dans notre pays. Une rencontre spirituelle encadrée par la Direction générale des cultes et qui reçoit le soutien des autorités administratives et coutumières. Les fidèles sont invités à cette occasion à prier pour la consolidation de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. On ne fait que parler que de paix. De paix. Voici notre communauté, j'allais dire, qui par ses pratiques de tous les jours contribue au renforcement de la cohésion sociale. C'est la conjugaison, n'est-ce pas, de ces messages, de ces discours, de ces pratiques-là qui vont contribuer véritablement au renforcement de la cohésion sociale et de la paix dans notre beau pays. Pour la circonstance, le patriarche de l'église d'Eima avait à ses côtés d'autres communautés chrétiennes venues apporter leur soutien à cette mobilisation. Près de 20 000 fidèles ont pris part à cette 66e édition du pèlerinage annuel de l'église d'Eima. Un reportage donc de Godefroy Okambawa et Fernand Okonon. Je vous le disais en titre, le procès du meurtre des 2 experts des Nations Unies en République démocratique du Congo en 2017 s'est achevé hier samedi par la condamnation à mort de 49 personnes. C'est un verdict de 146 pages qui a été lu pendant 5 heures par la cour militaire de Kananga après 4 ans de procès. Le général Jean-Paulin Nchayokolo a ainsi prononcé les 49 condamnations à mort, essentiellement contre d'anciens miliciens de la secte Kamwina Nsapu, mais le colonel Jean de Dieu Mambweni, accusé d'avoir envoyé les 2 experts de l'ONU dans un piège et d'avoir armé leurs assassins, écope pour sa part de 10 ans de prison. La CAN 2021 se poursuit, alors en route pour le Cameroun. Vous allez le voir en image, opposé aux Aigles de Carthage à Garoua, hier samedi en quart de finale de la CAN 2021. Les étalons l'ont emporté grâce à un but unique, un unique but signé du jeune Dango Ouattara, 1-0 donc. Le Burkina Faso est de retour dans le dernier carré et attend le Sénégal ou la Guinée équatoriale. Le Cameroun est parvenu, lui, à écarter la Gambie, surprise donc de la CAN 2021. La Gambie qui est la surprise de la CAN 2021 grâce à un doublé de Koro Ekambi. Les Indomptables valident ainsi leur ticket pour les demi-finales qu'ils disputeront face aux vainqueurs de Maroc-Égypte qui se jouent ce dimanche même à Yaoundé. On regarde. Le Cameroun sera bien du rendez-vous des demi-finales. Face à la modeste équipe de la Gambie, les Lions indomptables sont tenus en échec tout au long de la première période, malgré quelques velléités offensives, surtout avec le capitaine Vincent Aboubakar à 2 reprises. 0-0 à la pause. La résistance des Scorpions va s'estomper dès la reprise avec l'ouverture du score signé Kaltoko Ekambi. À la 57e minute, l'attaquant de l'Olympique lyonnais s'offre un doublé sur cette action. C'est son 5e but dans la compétition. Malgré la bonne volonté des Gambiens de revenir dans la partie, le score en reste là. 2-0, score final. Le Cameroun poursuit son rêve de remporter la CAN 2021. Le programme du jour est donc celui-ci. Tout à l'heure, à 16h, l'Égypte sera opposée au Maroc et à 19h, vous pourrez suivre la rencontre Sénégal-Guinée équatoriale. Et tous ces matchs sont à suivre sur RTI 1, votre chaîne, la chaîne qui rassemble. Allez, on passe au second chapitre de ce journal, le Dimanche Magazine, votre rendez-vous préféré. Notre invité nous a rejoint, je vous l'ai dit, c'est Herman Nikwe, l'administrateur adjoint de l'agence Emploi Jeunes. Nous nous intéressons aujourd'hui au programme spécial en faveur des jeunes des 6 régions du nord de la Côte d'Ivoire. Monsieur Nikwe, merci encore d'être là. On va tout de suite suivre l'élément vidéo qui arrive, puis on se retrouve. C'est Abou Sanogo qui nous le propose. Le Premier ministre Patrick Achi à Tougbo, sous-préfecture du département de Téni dans la région de Bunkani, pour le lancement de la 2e phase du programme social du gouvernement 2022-2024, notamment le début de l'exécution des actions d'insertion des jeunes des zones sous menace terroristes. C'est un programme spécial d'appui à l'insertion des jeunes des zones frontalières du Nord. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique intervient au niveau des axes 1. Lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Et 4. Insertion professionnelle des jeunes et services civiques. Ce programme, dont le coût global est de 8 602 millions
216 030 francs CFA, dont 1 815 466 030 francs CFA apportés par la France à travers le CDD, permettra d'offrir des opportunités de formation et d'insertion à 19 812 jeunes répartis comme suit. Nous avons 1800 jeunes pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, 3350 jeunes qui vont bénéficier de la formation de reconversion ou d'apprentissage ou de permis de conduire. 6362 jeunes bénéficieront d'un financement pour les activités génératrices de revenus et des micro et petites entreprises. Enfin, 300 jeunes volontaires communautaires. Patrick Achi s'est félicité du lancement de ce programme social qui est une réponse du gouvernement à la menace terroriste. Le PS-Gouv 2 dépasse largement l'ambition du premier programme social du gouvernement et veut faire de l'insertion scolaire, sociale et économique de la jeunesse sa pierre angulaire et sa raison d'être. Ces actes que nous posons vont permettre aujourd'hui et dans les mois qui suivent à tous ces jeunes et à toutes ces femmes de se construire un bien-être et une vie décente en ayant accès aux biens sociaux de base et à une insertion professionnelle durable. Notons qu'au titre de l'axe 1, ce sont 42 801 jeunes qui bénéficieront des programmes d'insertion de 2022 à 2024. En outre, 2000 volontaires seront mobilisés et déployés dans les régions de Bunkani, du Tchologo, du Poro, de la Bagoué et du Denguélé afin d'apporter du soutien aux populations dans divers domaines. Au titre de l'axe 4, sur la composante insertion professionnelle, ce sont 494 856 jeunes qui bénéficieront des programmes d'insertion sur la période 2022-2024. La sous-composante service civique impactera sur cette même période 109 098 bénéficiaires, plus la construction de 12 centres de services civiques. Merci à Ulrich Adongon et Abou Sanogo. Monsieur Nikwe, d'entrée de jeu, définissez-nous le PS-Gouv 2. Que dit le programme sur le plan national? Alors, le PS-Gouv 2, qui couvre la période de 2022 à 2024, est un programme ambitieux qui a 5 axes. L'axe 1, c'est la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières. L'axe 2, éducation-formation. L'axe 3, amélioration des conditions de vie des ménages. L'axe 4, insertion professionnelle et services civiques. Et l'axe 5, renforcement de la solidarité envers les populations vulnérables. C'est un budget de plus de 3 182 milliards qui est mobilisé ainsi pour ce PS-Gouv 2. Et le lancement de l'axe 1 de ce programme a été fait récemment dans la région nord, à Touba, en présence bien sûr du Premier ministre. Que dit cet axe 1 concrètement? Alors l'axe 1 porte, comme je l'ai indiqué, sur la lutte contre la vulnérabilité dans les zones frontalières. Il faut expliquer le contexte. Vous savez bien que l'État consent déjà des efforts significatifs sur le plan sécuritaire pour pouvoir donc prémunir nos populations de ces régions contre les risques d'attaques djihadistes. Il fallait donc, en plus de cela, une réponse sociale. Insister sur l'insertion professionnelle, insister sur la cohésion sociale à travers des programmes qui permettront donc de créer des emplois pour les jeunes dans ces localités. Mais pourquoi spécifiquement le Nord? Pourquoi cette focalisation sur le Nord? Il n'y a pas que cette zone qui est cet espace de notre pays qui est enclin au terrorisme, non? Oui, il faut comprendre que déjà, il faut s'inscrire dans l'actualité et dans l'urgence. Dans l'urgence, on voit bien que ces zones ont fait l'objet d'attaques et de tentatives d'attaque. Mais il faut comprendre aussi que l'axe 4 du PS-Gouv 2, qui porte donc sur l'insertion professionnelle, a vocation à toucher tout le territoire et toutes les autres régions. Elles seront donc toutes servies. Alors, on revient à l'axe 1. En quoi va-t-il consister exactement? Alors, très bien. Il faut comprendre déjà que nous avons mobilisé un certain nombre de dispositifs d'insertion pour les jeunes dans ces régions. Ces dispositifs, c'est tout ce qui concerne les formations, formations de reconversion, requalification, les formations par apprentissage. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des besoins de formation sur certains métiers dans ces zones, tels que la réparation des pompes hydrauliques, les métiers de soudure, de carrelage. On a ce programme de permis de conduire qui permettra donc à des jeunes de s'auto-employer, parce qu'après, il y a un accompagnement vers l'acquisition d'engins, mais également d'être formés au permis de conduire et de pouvoir donc travailler dans ces mines ou bien
dans ces sociétés de transport localement. On a un vaste programme de stage qui permettra donc à des jeunes de bénéficier, ceux qui sont diplômés et qui ont besoin donc d'avoir de l'expérience professionnelle à travers les stages de qualification, mais également les stages de validation de diplômes pour les jeunes de la région. On a un vaste programme d'entrepreneuriat sur le financement donc de projets pour des jeunes. On a différents segments, des projets de 100 000 à 1 million dans le cadre de l'opération Agir pour des jeunes, des projets de 1 million à 5 millions, ce qu'on appelle les micro et petites entreprises. Et là, il y a eu une convention de partenariat entre notre ministère, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, avec l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Donc, au terme de cette convention, il s'agit donc de faire de la maîtrise d'ouvrages délégués. Donc, 100 millions seront donc déposés dans des comptes auprès donc de partenaires financiers localement, et tout un mécanisme d'identification, de sélection et d'accompagnement permettront donc à des jeunes de bénéficier de financements compris entre 1 million et 5 millions. Monsieur Nikwe, ce n'est pas tout. Allez-y. Il y a également les TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Là, il s'agit donc de mettre des jeunes sur l'entretien d'ouvrages publics durant 6 mois, et ces jeunes-là bénéficient d'un pécule de 55 000 francs par mois. Il y a le programme de volontariat qui a été énoncé tout à l'heure dans l'élément qui est passé, où il y a 300 jeunes qui sont déjà en activité. Et enfin, il y a le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel de FASI, qui permettra donc d'accorder des subventions de 250 000 à 8 000 acteurs du secteur informel de ces régions. C'est vrai que ça fait beaucoup. Mais M. Nikwe, est-ce qu'il y a eu des études pour démontrer justement que le problème, c'est effectivement un manque d'activité pour les jeunes? Alors, vous savez que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Effectivement, on a posé un diagnostic. Donc, l'Office du service national, du service civique national, a réalisé donc une étude diagnostique dans la zone. Et ce qui ressort de cette étude diagnostique, c'est que premièrement, les jeunes sont oisifs. Deuxièmement, beaucoup de jeunes ont abandonné leur activité. Vous savez que l'une des stratégies des terroristes, c'est justement d'identifier les pôles de vulnérabilité. Et un des points sur lesquels ils s'appuient, ce sont les jeunes désœuvrés, les jeunes à qui on va faire miroiter pour 500 000 une moto ou bien un tricycle et faire changer de camp à ces jeunes. Voici pourquoi pour nous, il est extrêmement important, en plus de l'action sécuritaire, d'apporter donc une action sur le plan socio-économique. Ce qui permettra donc d'avoir une intervention globale auprès de ces populations, leur redonner espoir, leur redonner confiance dans l'intervention de l'État. Alors, un petit cas pratique, je suis jeune, je vis dans le Folon, une des 6 régions qui sont concernées par le programme. Comment j'adhère à ce programme, justement? Comment je fais pour être pris en compte? Très bien, ça me permet de parler de la gouvernance de ce programme, élément extrêmement important. Alors, il y a certains comités de pilotage qui est central, mais dans chacune de ces régions, il a été mis en place des équipes projets locales qui sont composées de plusieurs acteurs, parce qu'on a compris que la réussite d'un tel dispositif nécessite l'implication de tous. Donc, l'équipe projet local est présidée par le préfet de région. À l'intérieur, nous avons les représentants des forces de défense et de sécurité. Nous avons les représentants des jeunes, les représentants des mairies, du conseil régional, des mutuelles de développement et des ministères sectoriels. Tout jeune, donc, qui veut participer à ce programme a le choix de se rendre dans une de nos représentations régionales, l'Agence Emploi Jeunes, ses guichets emploi, au niveau des directions régionales et départementales du ministère de la Jeunesse. Ils peuvent se rendre également dans chacune des mairies où il y a des points focaux qui sont représentés, dans chacune des sous-préfectures, parce que le projet descend jusqu'à l'échelle sous-préfectorale pour pouvoir faire acte de candidature. Alors, l'idée pour ces équipes projets locales, et vraiment l'intérêt de leur mise en place, c'est d'identifier les pôles de vulnérabilité pour qu'on puisse toucher vraiment les régions du pays où le besoin se fait sentir, mais identifier surtout les jeunes qui sont les plus éligibles, les plus vulnérables et qu'on doit accompagner. Alors, de façon globale, c'est 42 000 jeunes qui seront pris en compte, mais pour la première phase, ils seront 19 000. Est-ce que ce n'est pas peu, M. Nikwe, quand on sait que dans le Nord, c'est des millions et des millions de jeunes qui... Oui, c'est une question intéressante. Alors, pour le programme spécial, on a plus de 19 000. Sur le PS Gouv, 42 000. Globalement, on est autour de 62 000 jeunes qui seront pris en charge pour plus de 23 milliards. Mais vous savez que la création d'emplois est un processus. Lorsque vous financez des projets dans une zone,
vous commencez à créer un circuit économique, vous commencez à développer une dynamique économique qui elle-même va générer ensuite d'autres opportunités. Et vous attendez combien d'emplois induits alors à partir de cela? Alors il faut compter, les statisticiens et puis nos spécialistes vont faire des études, mais déjà, ce qu'on ressort, c'est entre 3 et 10 emplois lorsqu'on finance un projet. Voilà. Maintenant, n'oubliez pas qu'en plus des interventions directes sur l'emploi, il y a tout ce qui va concerner le service civique, la prise en charge des jeunes dans les centres de service civique et ensuite leur accompagnement, ces jeunes-là, donc, à travers une insertion beaucoup plus durable. C'est quoi le budget de tout ça? Combien va coûter cet axe 1 et surtout le programme dans sa globalité? Alors, déjà, comme je l'ai indiqué, l'intervention dans cette première phase, c'est 19 812 jeunes qui sont pris en charge pour 6,8 milliards. Dans le cadre du PS Gouv 2, c'est 42 801 jeunes qui sont pris en charge pour 23 milliards. Donc, globalement, on a 30,7 milliards affectés donc à cette opération. D'accord. Comment vous définissez que tel est plus vulnérable que tel autre dans une zone pour que celui-ci bénéficie et pas moi? Je suis avec M. Anassé, on est là et on choisit Anassé et pas moi, et sous le prétexte que lui serait plus vulnérable que moi. Sur quelle base? Alors, fort heureusement, la décision ne nous revient pas. Voici pourquoi on a mis en place des équipes projets locales dans lesquelles on retrouve toutes les chefs de communauté. C'est cela, les chefs de communauté, les chefs de village, les chefs de canton, les sous-préfets. Donc, c'est le recoupement d'informations localement qui permettra d'identifier. Et c'est très important de le mentionner parce qu'après, il y a un suivi. Et ces mêmes acteurs sont aussi impliqués dans le suivi. D'accord. Jeunes en situation de vulnérabilité, il faut le dire, c'est différent de jeunes, d'enfants en conflit avec la loi? Oui, ils sont tous en situation de vulnérabilité. D'accord. Sauf que lorsqu'on prend le service civique national, nous, on intervient en termes de prévention. Voilà, pour des jeunes âgés de 18 à 35 ans, oui. Nos actions, c'est d'empêcher ces jeunes-là de passer à l'acte. D'accord. Ça diffère donc des activités de la CCSR, la cellule de coordination et de suivi de la réinsertion, qui, elle, s'occupe des enfants dits microbes. On n'aime pas trop ce genre de terme parce que ça stigmatise les jeunes. Ça stigmatise. On dirait plutôt des jeunes en situation de vulnérabilité. En conflit avec la loi aussi. Voilà. Donc la différence, c'est que ces jeunes-là, pour la plupart, sont déjà passés à l'acte. D'accord. Voilà. Alors que nous, on intervient pour prévenir cela et surtout pour resocialiser ces jeunes et leur permettre de mener des activités qui soient dignes. Eux s'occupent des enfants de 9 à 25 ans, il faut le préciser. Il y a certaines localités qui abritent des déplacés en provenance de pays frontaliers, notamment Togo et tout ça, en proie donc pour quelques-uns au djihadisme, ces pays d'où ils viennent. Mais comment on peut être sûr qu'il n'y a pas de terroristes déguisés parmi eux? Comment vous faites pour le savoir? Alors tout repose sur les communautés. Les communautés, ils se connaissent localement. Voici pourquoi les actions ne sont pas uniquement que des actions de création d'emplois, mais il y a toute une dynamique communautaire. Voici pourquoi on a des volontaires communautaires qui font de l'intermédiation auprès des populations. Ces informations, les populations les détiennent. Elles savent les donner aux forces de défense et de sécurité. Voici pourquoi aujourd'hui, il faut rétablir l'espoir, il faut rétablir la confiance. Et quelles sont vos actions concrètes sur le terrain, justement? Alors déjà, ce sont des actions de sensibilisation et de communication. Voilà, déjà porter l'information au plus proche des populations pour leur dire l'État est présent. L'État est présent avec des initiatives concrètes. Et ces initiatives-là, on en profite en toute transparence. Vous avez évoqué tout à l'heure des formations par apprentissage. À qui s'adressent ces formations concrètement? Combien de temps elles durent et quels sont les thèmes que vous abordez? Ils sont formés à quoi? Alors, très bien. Déjà, il faut noter que l'identification des thèmes de formation a résulté donc de consultations avec les élus, mais également d'analyse des besoins de formation auprès des jeunes et en tenant compte de la dynamique économique. Vous savez, par exemple, que dans la zone, il y a plus de 300 pompes hydrauliques qui sont fonctionnelles ou bien qui sont donc défectueuses, pour lesquelles il faut un entretien. C'est un besoin. Mais former des jeunes sur ces pompes, c'est déjà en même temps leur donner un métier et donc les suivre. Donc il y aura la formation sur la réparation de pompes hydrauliques, il y aura la formation sur la soudure, la mécanique moto. Là-bas, on a beaucoup d'engins à 2 roues, les tricycles, etc. On aura la formation sur le carrelage. Figurez-vous, par exemple, que là-bas, pour trouver des ouvriers spécialisés pour faire du carrelage, il faut les faire venir d'Abidjan.
Il y a un fort besoin, et donc c'est l'ensemble de ces formations qui durent de 6 mois à 12 mois, avec un volet théorique qui représente 25%, et 75% qui sont faits auprès de maîtres artisans. Et ils sont financés après leur formation? Oui, absolument. Donc, l'accompagnement après formation est extrêmement important. Voici pourquoi on permettra donc à des jeunes qui veulent donc continuer sur le volet de l'emploi salarié de le faire auprès d'entreprises ou bien d'artisans, mais également ceux qui veulent se mettre en groupe pour voir le financement de leur projet peuvent donc obtenir des financements grâce à notre plateforme de financement. Et le service après-vente, vous l'avez dit, hein, ça existe, le suivi? Absolument, c'est un des critères de réussite de cette opération. Un suivi localisé à travers l'équipe projet local qui va descendre, comme je l'ai dit, jusqu'à un niveau de village, mais un suivi aussi centralisé depuis Abidjan et sur l'ensemble de ces régions. Merci. Je voudrais donc, si vous me le permettez, achever mon propos en disant que la réussite de cette opération nécessite l'implication de chacun des acteurs. Et je voudrais rappeler que l'ensemble des opérations menées par l'Agence Emploi Jeunes et notre ministère sont totalement gratuites et transparentes. Merci, M. Nikwe. Herman Nikwe, administrateur adjoint de l'Agence Emploi Jeunes, chef de projet, coordonnateur du programme. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes venus nous parler de l'axe 1 du PS Gouv 2, ce programme spécial d'appui à l'insertion des jeunes des zones frontalières du nord de la Côte d'Ivoire. Merci encore à vous. Bon courage, bon retour chez vous et bien de choses au ministre Touré. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de choisir le meilleur. Je reviens chez vous mercredi. D'ici là, portez-vous bien.